C'est pas pour le début? Quoi, mes cheveux, mais ils sont plus hauts que le micro. Hein? Voilà. Voilà. Ok. Vous êtes toujours bien présidente du Conseil des femmes. Oui, les nouvelles élections. Du coup, je vérifie. Hein. C'est lundi. Et vous êtes candidate à la réélection. À la réélection, mais je suis seule, donc a priori. Ça devrait être plié. Voilà, votre Stalinia. C'est souvent quand une présidente se représente, elle est seule candidate. C'est la première fois où elle a, sauf si elle a vraiment merdé, ce qui ne me semble pas être le cas. On est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Ce midi, nous recevons Viviane Tettelbo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, mais aussi députée, mais aussi Echevin et XL. Alors, si vous devez choisir à l'avenir entre Echevin et députée, qu'est-ce que vous retiendrez ? Mais écoutez, je ne sais pas le dire aujourd'hui. Je pense que ce sont des fonctions intéressantes. Le travail au Parlement me plaît. Ça fait 10 ans que je suis députée. C'est vrai que j'ai toujours été députée dans l'opposition. Donc voilà, ce que j'aspire, c'est être députée dans la majorité. Je suis Echevin depuis 1 an. Et là, c'est formidable parce qu'on peut mettre en articulation des projets. Mais l'articulation entre le travail communal et le travail régional est quand même évident et il permet beaucoup de choses. Je viens de déposer une proposition, par exemple, par rapport aux marchés publics, sur les marchés publics pour les pièces de rechange par rapport aux outils de la propreté. J'ai eu cette idée parce que je travaille sur la propreté à XL et que je me suis rendu compte des lacunes. Et pourtant, si la proposition qui pour l'instant est à l'étude au Parlement bruxellois passe, c'est dans l'accord de majorité, on parle de décumul, vous devrez sans doute choisir. On verra à ce moment-là, mais voilà, je pense que ce qui est dommage, c'est que cette proposition arrive comme ça en fin de parcours. Mais c'était dans l'accord de majorité inscrit depuis le début quand même. C'est vrai, mais alors si c'était quelque chose d'important pour cette majorité, pourquoi le faire à 3 mois des élections? Parce qu'il n'y avait pas l'autonomie constitutive avant. C'est vrai, mais alors on peut se dire qu'on peut prendre le temps de réfléchir, parce que maintenant on va se retrouver on est à 2 mois du dépôt des listes, on est voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui travaillent en synergie, et donc je veux dire, je trouve que travailler comme ça et travailler dans la précipitation et de mettre les choses de cette manière au vote n'est pas bien. Voilà. Ouais, les Bruxellois sont plus cumulards que les Wallons. Les Bruxellois, aujourd'hui, sauf qu'en Wallonie, on voit bien que ça ne fonctionne pas bien. Il y a encore eu plusieurs interviews de personnes des différents partis, y compris du PS, en disant voilà, nous, ce système-là, finalement, il ne convient pas. Pourquoi? Parce que d'abord, ici, il va privilégier les bourgmestres. Parce qu'on dit qu'il y a 25% de députés qui pourront quand même cumuler. Voilà, alors, soit le système est bon, soit il n'est pas bon. Mais choisir des personnes parce qu'elles seront en tête de liste, parce qu'elles vont faire plus de voix, etc., ça remet en cause le principe même. Donc, je trouve que les choses ne sont même pas bien présentées. Donc pour vous, il faut remettre à plat et en reparler pour les élections dans 6 ans. Voilà. Enfin, non. Oui, voilà, ce n'est pas le principe en tant que tel, mais c'est en tout cas la manière de faire et la manière de l'articuler, la manière dont c'est proposé et la manière de faire qui ne vont pas. Pourtant, on parle souvent du Parlement bruxellois comme étant un grand conseil communal où les petites préoccupations locales prennent le pas sur les grands enjeux généraux. Oui, alors c'est vrai qu'il y a parfois, quand on est dans les deux, on peut mettre en avant certaines choses, mais en même temps, c'est justement de permettre de faire remonter certains problèmes, certaines problématiques. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. J'ai donné cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres, et donc l'articulation entre les deux est justement très intéressante. Elle n'existe pas de la même manière avec le fédéral, mais elle existe justement avec le niveau régional. Donc je pense que toute la manière d'aborder cette problématique doit être revue. Alors, malgré cette incertitude sur l'avenir, est-ce qu'on pourra cumuler ou pas vous êtes candidate aux élections régionales? Je suis candidate, oui. Vous savez déjà où vous serez sur la liste? Non, on n'a pas encore notre place, donc voilà. Vous avez vu M. De Wolf, tête de liste? On a vu, tous les députés sortants ont vu M. De Wolf, et puis tous les autres candidats à la candidature l'ont vu, et donc les choses sont en route, et je pense que d'ici 2-3 semaines, comme dans les autres formations politiques, on aura une réponse. Dans cette pré-campagne ou ce début de campagne, c'est pas compliqué à Bruxelles d'avoir un peu 2 chefs de file, Vincent De Wolf, tête de liste à la région, et puis Didier Reynders, qui sera à tête de liste à la Chambre, mais qui pourrait être ministre-président ou candidat ministre-président à Bruxelles. Écoutez, on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes projets pour Bruxelles, on a les mêmes ambitions. L'idée, c'est d'avoir du souffle pour Bruxelles, et ça, je pense que tant Vincent De Wolf que Didier Reynders l'ont. L'un est président de la régionale, l'autre est chef de file. Vous ne vous sentez pas coincé entre les deux?
Non, absolument pas. Ça fait 10 ans, moi, que je travaille sur les problématiques régionales bruxelloises et je me sens tout à fait à l'aise et défendue par mon président de la régionale et par ma future tête de liste et chef de file. On va changer de chapitre. Vous êtes résolument féministe ? Absolument, je suis résolument féministe. Alors c'est un terme que vous voulez redéfinir et actualiser à travers un livre qui vient de sortir, le glossaire du féminisme, que vous dirigez avec Claire Lafont, qui vient de paraître. Féminisme n'est pas une injure, vous écrivez. Oui, l'idée était de dire, voilà, il faut réhabiliter le terme, parce que trop souvent, quand on parle de féminisme, on a des images voilà, qui remontent, soit des années 60, soit des suffragettes, et on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes, garçons ou filles d'ailleurs, parce que je le rappelle toujours, on peut être féministe et être un homme, et d'ailleurs, il faut faire, et on n'y arrivera que si les hommes et les femmes travaillent ensemble sur cette problématique, mais trop souvent, ces jeunes nous disent, nous, on n'ose pas dire qu'on est féministe, parce que très souvent, dans l'entreprise, ou là où on travaille ou dans notre cercle d'amis, on a l'impression qu'on va être agressif, qu'on va être revendicatrice, qu'on va être quelqu'un avec qui il n'est pas facile de dialoguer. Et donc on veut réhabiliter ce terme et dire voilà, c'est magnifique d'être féministe, c'est constructif, c'est positif. Ça a encore un sens alors qu'il y a beaucoup de grands combats qui ont été gagnés quand même. Alors écoutez, aujourd'hui je pense que ça a beaucoup de sens parce que d'abord il y a beaucoup de combats qui ont été gagnés, mais justement il y a beaucoup de recul, malheureusement. On l'a vu avec l'IVG dans certains pays comme en Espagne. On le voit par rapport sur le plan économique. On le voit par rapport à différentes thématiques qui ne sont pas encore abouties. Et donc, au contraire, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, sans doute plus qu'il y a 20 ou 30 ans, on a l'impression qu'on doit revenir à la charge. Et très souvent, on nous dit « mais qu'est-ce qu'elles veulent encore ? Elles ont tout ». Non. La féministe d'aujourd'hui, c'est plus la superwoman des années 80. Alors, ce n'est effectivement ni la militante des années 60, ni la superwoman des années 80. Qui voulait être parfaite en tout. Qui voulait être parfaite en tout et qui voulait tout gérer. Mais c'est peut-être justement faire un message à ces jeunes femmes en disant voilà, c'est le partage, à ces jeunes femmes et à ces jeunes hommes. C'est de dire voilà, c'est le partage des tâches, c'est le partage des responsabilités, c'est ce que Elisabeth Badinter appelait cette humanité réconciliée, et c'est de parcourir ce morceau de chemin ensemble en étant chacun et chacune responsable, mais en ayant les mêmes droits. Vous écrivez, la question, c'est plus de savoir est-ce qu'on peut combiner travail et famille, mais comment est-ce qu'on le combine ? Voilà, exactement. Est-ce que ça, c'est un combat féministe ou un combat simplement égalitaire ? Parce que plein de pères pourraient revendiquer les mêmes choses. Mais le projet féministe est un projet égalitaire. C'est ça. Dire aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis, on peut être un homme ou une femme et être féministe. On peut être un papa ou une maman et être féministe. Être féministe, c'est porter ce projet égalitaire. Et c'est dire justement qu'il doit y avoir un partage, un dialogue et une réconciliation. C'est ça être féministe aujourd'hui. Et donc c'est ancré dans des valeurs universalistes. C'est pas à géométrie variable selon qu'on soit d'une origine ou l'autre, qu'on soit dans un contexte ou l'autre, qu'on soit d'une appartenance culturelle ou une autre. C'est justement de dire voilà, c'est ancré dans des valeurs universelles et ça doit être un projet pour tout le monde. Et donc se le réapproprier aujourd'hui, c'est porter ce message commun ensemble. Alors, un des termes qui est repris dans ce glossaire, parce que ça fonctionne comme un abécédaire, il y a le terme sexisme, et vous parlez de sexisme ordinaire. Vous le définissez, mais vous ne donnez pas d'exemple. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exemple vraiment dans ce livre-là. C'est quoi le sexisme ordinaire, concrètement ? Le sexisme ordinaire, il peut être lié aux violences, par exemple, au harcèlement dans le lieu de travail. C'est de considérer que parce qu'on a une secrétaire, elle doit se comporter d'une certaine manière, répondre à certaines demandes. On l'a vu dans le rapport d'Amnesty International qui vient de sortir par rapport aux violences faites aux femmes. Apparemment, encore 7% des femmes sont soumises à ce harcèlement sexuel dans le cadre de leur lieu de travail. Harcèlement ou violence sexuelle d'ailleurs. Ça, c'est du sexisme ordinaire. Ça fait partie du sexisme ordinaire, se faire aborder de manière liée au fait qu'on soit une femme. Oui, c'est un sexisme ordinaire. Les discriminations qui ne sont pas qui sont là tous les jours de manière insidieuse, ça fait partie de ce sexisme ordinaire. Et le sexisme bienveillant c'est peut-être prendre un exemple qui crée un peu une discussion, c'est tenir la porte et dire les femmes d'abord. C'est de la galanterie. Alors c'est de la galanterie, mais ça peut être aussi considéré comme un sexisme bienveillant parce que c'est de considérer que Alors on va pas un peu trop loin. Là. Alors parfois on va trop loin là-dedans. C'est pour ça qu'on l'a mis ça comme exemple de quelque chose qui est en discussion. Voilà, moi ça me dérange pas quand on ouvre la porte et qu'on me laisse passer, mais peut-être pas parce que je suis plus fragile ou parce que je suis moins à même qu'eux, simplement parce que
je pourrais le faire pour un homme aussi parce que c'est agréable d'être courtois. Voilà. Alors, il y a le gender mainstreaming, c'est cette façon qui est de dire on va améliorer la prise de décision pour tenir compte de la réalité finalement des hommes et des femmes. On voit que la région a mené une expérience ici pendant 3 ans, notamment dans 6 communes, et qu'on a vu à Anderlecht par exemple 20% de gardiens de la paix en plus. Il y a encore des professions comme ça qui résistent. Il y a des professions qui résistent et moi je vais vous en donner une que je connais particulièrement bien, ce sont les balayeurs de rue à Ixelles. Oui, vous êtes échevine de la propreté. Voilà, où il n'y a pas de balayeuse de rue. Il y a beaucoup de communes où il n'y en a pas. Mettre ça en place, par exemple, c'est pas facile. Il y a beaucoup de résistance. Alors d'abord parce que ce sont effectivement, c'est pas un travail de femmes. Les femmes dans l'espace public, il y a beaucoup de réticence, mais aussi parce que les infrastructures ne sont pas adaptées. Moi, je suis dans un parcours du combattant pour mettre en place les vestiaires, les douches dans des endroits où traditionnellement il n'y en avait pas puisqu'il n'y avait que des hommes. Et donc tout ça est fortement lié. Maintenant, le gender mainstreaming, c'est pas que de dire c'est pour les femmes, ou le gender budgeting, c'est pas de dire plus de budget pour les femmes, mais c'est de pouvoir évaluer que les politiques qui sont mises en place le sont de manière égale et équitable pour les garçons et pour les filles, pour les hommes et pour les femmes. Pourquoi votre commune n'a pas participé à ce test? Écoutez, je ne sais pas. Moi, à l'époque, j'étais pas échevine et donc c'est peut-être sur une base, voilà. Ixelles est commune pilote pour tant de projets et nous participons à tant de choses et nous sommes à l'avant-poste pour beaucoup de marchés publics, pour beaucoup de choses qui sont faites. Donc peut-être que pour ce... Voilà. Par contre, je peux vous dire qu'à Ixelles, maintenant, les formations ont commencé par rapport au gender budgeting et donc on sera quand même une des premières communes à faire un budget genré. Dernière petite question sur ce thème-là. Le masculinisme est arrivé. C'est des hommes qui se sentent menacés par le mouvement que vous défendez? Voilà, c'est des hommes qui disent le féminisme est un danger pour la société, on va se faire manger, alors que voilà, le masculinisme n'est pas une réponse au féminisme puisqu'il n'est pas porteur d'un projet constructif, d'un projet égalitaire. C'est une réponse voilà, à des revendications légitimes mais qui ne sont pas portées dans le même état d'esprit en tout cas. Alors au niveau local, petit mot, d'abord le bourgmestre annonçait sur son site internet une diminution de la criminalité de 21% pour les faits principaux cette année. Est-ce qu'il faut fusionner les polices d'Ixelles et de Bruxelles-Ville? Yvan Mayer, on a reparlé cette semaine. Écoutez, moi je salue l'intervention. Si Yvan Mayer pense qu'il faut défusionner, nous à Ixelles, ça fait quand même plusieurs années qu'on le demande. Parce qu'effectivement... Donc ça vous maintenez? Donc oui, ça nous maintenons pour différentes raisons et en particulier parce que c'est très difficile d'être associé à la ville de Bruxelles qui est quand même le réceptacle de beaucoup d'activités internationales et qui donc a une mobilisation de ses forces de police qui se fait très souvent au détriment de la police d'Ixelles. Et donc nous pensons que nous avons droit aussi à une police performante, à une proximité, à des policiers dans la rue et à une gestion de nos services de police parce que quand même ça coûte très cher. Donc voilà. Un mot très bref sur le projet de tram 71, toujours opposé de votre côté? Il y a une publicité de la région qui vante ce projet de tram. Alors déjà, cette publicité, elle pose question. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire de la publicité? Quels sont ses budgets? D'où ils viennent? Pourquoi est-ce que lorsqu'un permis n'est même pas déposé, la région décide d'investir de l'argent dans de la publicité? Moi, ça me pose question. Pour convaincre? Pour convaincre, déposons d'abord le permis et ayons le débat. Mais commencer par mettre de l'argent alors qu'on sait que les moyens sont tellement limités d'en faire de la publicité pour quelque chose qui n'est même pas abouti, puisque le tram 71, pour l'instant, aurait une rupture de charge à partir de la porte de Namur vers le centre-ville. Donc, c'est couper les Ixellois d'une gare. C'est d'avoir des étudiants sur un plateau universitaire qui ne pourront plus prendre un mode de transport qui va directement jusqu'à une gare. C'est quand même une première européenne. C'est pas abouti du côté Delta. On ne sait pas comment ça va passer sur le pont. Donc non. Vous y êtes toujours opposé. Comme c'est là, oui. Mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que le livre que vous venez de sortir, le glossaire du féminisme, bien, vous allez le présenter à la foire du livre. Il y a des séances de dédicace, je pense, ce week-end. Tout à fait. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Bel après-midi.